Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Warriors après la blessure de Jimmy Butler, des Knicks qui ne cessent de s'effondrer au classement à l'Est et de Moussa Cissé, l'intérieur des Mavericks en contrat two-way. Et c'est Charles qui me rejoint un instant. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on a un beau programme, on a un beau sommaire. Mais rien ne sera jamais aussi beau que ce petit point d'actualité que je veux toucher avec toi. Il y a eu un article de Baxter Holmes sur les enfants de Jerry Buss et la guerre qu'ils se sont livrés pour prendre le contrôle des Lakers, publié sur ESPN. On passera les détails concernant la guerre de succession et la décision de vendre une part majoritaire au milliardaire Mark Walter en juin dernier. Il y a ce passage délicieux sur la relation de Jeanie Buss avec LeBron James qui se serait détériorée au fil des années en raison de l'image de sauveur entretenue par LeBron James à son arrivée, sa volonté de contrôle au sein de l'organisation, notamment via l'agence Clutch Sports. Je rappelle qu'il représentait également Anthony Davis et que c'est Rich Paul donc, qui dirige cette agence créée avec LeBron James, bien évidemment. Mais aussi et surtout, et c'est là où mon oreille s'est tendue particulièrement, son refus de prendre ses responsabilités dans l'échec du transfert qui a fait venir Russell Westbrook aux Lakers. Ainsi, en 2022, Jeanie Buss aurait envisagé de ne pas lui proposer d'extension de contrat. Elle aurait même évoqué l'idée d'un transfert avec les Clippers parmi les pistes potentielles. Ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été très drôle. Et puis, il y a eu cette draft de Bronny James. Elle a estimé que LeBron n'a pas été reconnaissant envers les Lakers de l'avoir sélectionné. Voilà, elle estime qu'il ne s'est pas montré à la hauteur du sacrifice qu'ont fait les Lakers. Ce qui confirmerait un petit peu ce que tout le monde pensait. Voilà, que c'est vraiment le room service pour LeBron James, quoi. Je trouve ça assez pitoyable, mais bon. Au final, toujours selon ESPN, elle aurait prolongé LeBron James à contre-cœur, notamment par crainte de la vague de critiques médiatiques qu'aurait pu tomber sur les Lakers et sur elle-même à ce moment-là. Il a finalement eu 2 ans de prolongation de contrat. Il a eu cette no trade clause et le contrat là sur lequel il est sur sa dernière année là actuellement aux Lakers. Charlie, quand tu as vu ce passage, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai pas été très étonné. En fait, que les propriétaires soient pas ravis. Quand même. En fait, non mais je vais t'expliquer. En fait, que les propriétaires soient pas ravis du fait que LeBron et son camp veuillent toujours être en maîtrise de la communication, je le comprends tout à fait. Que Jeanie Buss soit gavé par la carte du c'est moi qui ai choisi les Lakers, ok, c'est clair que c'est un renversement des valeurs habituelles du sport, où on a quand même tendance à dire que les clubs sont au-dessus des joueurs, surtout quand il s'agit d'une institution aussi légendaire que les Lakers, qui a vu passer plusieurs des plus grands joueurs de l'histoire, etc. Maintenant, la vérité, c'est aussi qu'il faut être cohérent. Tu l'as dit toi-même dans ton pitch d'introduction, tout le monde savait, en fait, ce qui allait se passer. Quand tu prends LeBron, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que ça va se passer comme ça s'est toujours passé comme ça avec lui. Et d'ailleurs, dans l'article d'ESPN, c'est un peu ce qu'ils disent, elle a accepté ce compromis, même si visiblement ça ne l'enchantait pas. Ça a débouché sur un titre, donc difficile de dire que ça valait pas le coup. Maintenant, je veux dire, il faut être un peu cohérent. En fait, Jeanie Buss, quand on nous explique qu'elle a fini par donner une prolongation à LeBron par peur du bad buzz, bah quelque part, en fait, elle valide ça. Elle valide le fait que LeBron, en termes de stature, aujourd'hui, il est trop important pour qu'une franchise comme les Lakers puisse accepter de faire une croix là-dessus. Elle avait peur que ça lui retombe dessus. Donc, d'une certaine manière, en fait, elle valide cette situation en faisant ça. Après, écoute, sur les différents épisodes mentionnés par l'article, bah oui, nous aussi, dans le podcast, on a trouvé scandaleux le comportement de LeBron dans l'épisode Westbrook. On sait bien que la franchise, elle voulait pas de Westbrook dans un premier temps, que c'est LeBron qui a insisté pour son arrivée parce qu'il voulait une 3e star, et que derrière, il s'est complètement dédouané de tout ça. Mais là encore, je suis désolé, quand tu suis la NBA, tu peux pas jouer la carte de la surprise. Déjà, à Cleveland, il jouait l'apprenti general manager sans jamais assumer les différents échecs. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui trinquait à sa place. C'est juste un épisode de plus dans la carrière de LeBron telle qu'on la connaît depuis 10 ans, quoi. Je comprends très bien Jeanie Buss,
mais tu peux pas à la fois prendre LeBron et derrière te plaindre du fait que ces conséquences-là, elles soient là. Parce qu'en prenant LeBron, c'est un pack, en fait. Tu prends à la fois le joueur et à la fois le mec qui a une influence en coulisses qui est généralement pas très positif pour sa franchise. Donc voilà, quand je dis que je suis pas très étonné, en fait, c'est juste un épisode de plus dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une fin inéluctable entre lui et les Lakers. Et honnêtement, je pense sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux pour la franchise. Pour lui, je sais pas, on va attendre de voir ce qu'il fera la saison prochaine, mais pour les Lakers, moi j'ai aucun doute quant au fait que ce divorce inéluctable soit tout à fait idéal. Et d'ailleurs, on comprend bien qu'aujourd'hui, si les Lakers veulent pas prolonger LeBron, c'est pour toutes les raisons mentionnées par l'article, plutôt que pour ses performances sportives, quoi. Oui, et qu'aujourd'hui, effectivement, LeBron James a atteint un niveau dans sa carrière où, pour la première fois, probablement, il n'est plus en mesure de dicter Tout à fait, ouais. son bon vouloir, quoi. Où avant, son talent, sa stature, son influence, l'image, enfin tout jouait en sa faveur. Ça Et il permettait de était, digérer les mauvais côtés plus facilement, ça c'est clair. voilà, et c'était plus difficile d'aller à l'encontre, d'aller contre lui, de se dresser contre lui, au risque de le contrarier, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, on le voit bien. Et, Ouais, mais, mais tu vois, typiquement, mais c'est pas, mais moi, ça m'a interpellé, c'est que c'est pas non plus l'image. Et bien évidemment, me diras-tu, les relations publiques sont ainsi faites que jamais de la vie ils allaient faire fuiter les mésententes et les tensions qui se jouent en coulisses. bien sûr. Mais ils nous ont aussi joué l'inverse total. Et ils nous ont joué la camaraderie, la proximité, le vas-y que je te caresse le bras. Ouais, mais ça c'est Euh, dans l'intérêt de tout le monde, tu vois, c'est normal en fait. Bien évidemment, mais je t'avouerais que je ne pensais pas que Jenny Buss était à ce point, était à ce niveau-là de relation avec LeBron James. Je m'attendais pas à une relation d'amour et de plus un truc cordial, tu vois. Mais Ouais, ouais, ou plus du là, le respect. fait qu'il y ait de l'animosité et voilà, ce sentiment qu'il n'est pas reconnaissant, ce sentiment qu'il n'a pas pris ses responsabilités, ça m'a amusé parce que je me dis, tiens, c'est quelque part ce qu'on perçoit nous aussi, c'est pas forcément du flanc, tu vois. Des fois, tu peux te dire légitimement en tant que fan qui suit l'NBA, nous qui avons un podcast où on s'exprime sur certains sujets, tu peux te dire, attendez les gars, bon, des fois, peut-être qu'on en fait des tonnes, on essaye de voir des trucs qui n'existent pas, et peut-être qu'on en fait des caisses alors qu'il n'y a rien du tout, tu vois. Et bah là, finalement, c'est pas forcément ça, quoi. Et Oui, quelque mais part, alors, ça me fait plaisir. en fait, oui, oui, non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, mais c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, sur l'histoire de la gratitude après la draft de Bronny James, attends, mais, je veux dire, tout l'article nous explique qu'elle est pas contente qu'il ait joué la carte du c'est moi qui choisis les Lakers, je viens pour la rédemption de la franchise et tout. Qu'il a pas assumé ses responsabilités sur le trade de Westbrook. Après tout ça, elle s'attendait encore à ce que le mec, tu vois, il ploie le genou et qu'il lui prête allégeance parce qu'elle a drafté son fils. Enfin, tu vois, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Je comprends tout à fait son point de vue, mais c'est pas cohérent de s'en plaindre, en fait. Vous avez choisi de prendre LeBron. Bah, c'est un pack, LeBron, avec ses bons comme ses mauvais côtés, et c'est sûr que plus son niveau sportif décline, plus les mauvais côtés prennent le pas sur les bons. Ouais, et ce népotisme absolu de LeBron James était risible au moment où c'est arrivé, Mais bien sûr. et c'est encore plus risible aujourd'hui de savoir que dans les coulisses de la franchise, tout le monde voyait ça avec un regard du style, franchement, c'est abusé, quoi. Qu'on C'est soit obligé ça. de faire un truc pareil pour contenter monsieur. Et je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle que des milliardaires se retrouvent dans cette position-là et qu'il y a toute cette histoire d'image, de relations publiques, de qu'est-ce que les autres joueurs vont penser, à quel point ça peut écorner l'image de la franchise pour de futurs recrues, et ainsi de suite. Tout ça est à prendre en ligne de compte. Il y a tout. En fait, Ah bah c'est toute la surtout concernant les dimension. Lakers. Voilà. Et en fait, c'est toute la dimension politique qui est hyper intéressante dans ce papier. Et d'ailleurs, le passage sur LeBron James est assez court finalement. C'est plus l'histoire de cet article, c'est plus sur la famille Buss et les tensions entre les enfants de Jerry Buss, de son premier mariage, et les deux fils qu'il a eu ensuite dans une autre relation, et comment cette passe d'armes s'est passée, et comment tout ça a créé des tensions à la mort du père.
et comment ça a compliqué les années qui ont suivi, quoi. Oui, mais tout le monde ne va retenir que le passage sur LeBron, et c'est aussi là où tu vois à quel point la puissance médiatique de ce mec est un élément avec lequel tu es obligé de composer, quoi. C'est effectivement l'article évoque bien plus de choses que cette situation entre LeBron Mmh. et Buss et Ginny Buss, mais les médias principaux ne vont retenir quasiment que ça. Parce que ça reste un joueur hors norme. Bien sûr. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, ça reste un joueur hors norme. Et je l'ai toujours dit. C'est un mec, sa carrière est indéniable. Oui, et non mais et Il y a rien à redire sur sa carrière. c'est surtout que là on est dans un moment de sa carrière où effectivement tous les éléments comme ça contribuent à nourrir un peu on est en fin de carrière pour les Browns, si tu veux. Mmh. C'est clair que tout ça sont des éléments. Mais donc voilà, quand je dis que je suis pas étonné, c'est dans le sens où voilà, on savait très bien à quoi s'attendre quand les Lakers ont pris LeBron. Et vraiment, je te dis, enfin, à un moment, faut retenir un peu la leçon de Ginny Buss, quoi. Quand le mec, il assume pas ses responsabilités sur Westbrook, que visiblement, il est pas du tout, enfin, il se place lui-même au-dessus de la franchise. Tu peux pas t'attendre, une fois que t'as drafté Bronny James, à ce qu'il change du comportement de tout au tout, et que tout à coup, ils se disent, ah, mais je vous dois tout, merci beaucoup, tu vois. À un moment, faut être cohérent. Absolument, ouais. Je me demande encore combien enfin, c'est une question que je me pose concernant LeBron James. À partir du moment où il prendra sa retraite, et j'ai l'impression que ça. Je mettrais une pièce sur le fait qu'il prenne sa retraite à la fin de la saison. De plus en plus. Dans son comportement, dans sa façon d'être avec certains joueurs, dans certains déplacements, au cours de certains déplacements et tout, j'ai l'impression que LeBron va faire ce que je ne soupçonnais pas qu'il ferait. Peut-être partir calmement et tranquillement. Bon, écoute, je serais agréablement surpris. J'ai l'impression que c'est une option qui existe. Qui existe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. On verra ça. Je sais pas, est-ce que tu penses Bon. pas qu'il se laisse les possibilités ouvertes aussi, tu vois? C'est-à-dire Oui, oui, si cet potentiellement, été, probablement. tu vois, si cet été, il y a une franchise qui ne joue rien, mais qui a envie de remplir sa salle, qui lui dit, bon bah, on te file un dernier contrat et tu fais ton circus tour chez nous, je suis pas sûr qu'ils disent non, hein. Non, non, bien sûr. Je sais, je te dis, pour moi, c'est un des sous-textes les plus passionnants de la saison actuelle Ah oui, en c'est clair. NBA. Parce que, et d'un point de vue sport, tout sport confondu, je veux dire, ce mec qui est une icône de son sport, il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus, qui a une image à travers le monde, c'est un des plus grands sportifs de tous les temps. Et je te dis, je suis fasciné par la manière dont il va mettre fin à sa carrière et la situation dans laquelle il se retrouve au sein de cette franchise des Lakers. Les révélations qu'on pourrait avoir encore par d'autres moyens une fois qu'il sera à la retraite. On n'aura jamais terminé de parler de LeBron James aussi parce que historiquement sa place elle est Garanti. très elle est garantie, elle est très élevée. Ça restera à jamais un des plus grands noms du basket, de la NBA et du sport en général. Donc on en discutera toujours de ce joueur, quoi qu'on en pense. En tout cas, j'ai Mais très, voilà. très hâte de voir la conférence de presse où il va annoncer sa retraite. Mm. Je pense que ça va être un cinéma magnifique. C'est vraiment un mec. Je trouve que c'est vraiment un mec passionnant dans sa façon de. Il a vraiment une façon de gérer cette carrière et son image et ainsi de suite qui est vraiment. Ah, qui est C'est presque vraiment unique. assez incroyable, quoi. Ouais, et puis c'est presque unique en plus, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais totalement, ouais. Les choix qu'il a pu faire et tout ça, des choix avec lesquels je suis pas foncièrement d'accord à plein de niveaux. Ah bon? Mais peu importe, je veux dire, quoi que j'en pense et quoi que n'importe qui en pense, que ces fans qui hardcore qui ne jurent que par lui, ou les gens comme moi qui sont un peu plus sceptiques, ou ceux qui le détestent du plus profond de leur être. Voilà, c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent, ça c'est évident. C'est clair. Parce que il a cette dimension hors norme dans le sport, quoi. Tout à fait. Et franchement, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer cette situation. C'est un des trucs qui me passionne le plus cette saison.
On va parler des Warriors si tu veux bien. Steve Kerr avait potentiellement vu juste. La dynastie des Warriors est en train de s'éteindre et la blessure de Jimmy Butler face à Miami, quelle ironie, cette semaine vient potentiellement de souffler la dernière flamme qu'il restait de cette idée. Une illusion pour certains, un espoir pour d'autres. L'espoir de voir Stephen Curry toujours en pleine possession de ses moyens continuer de se battre pour un 5e titre en carrière, de renouer peut-être avec la magie de la campagne de 2022. C'est pas si éloigné que ça. La blessure à la jambe de Jimmy Butler est un coup quasi mortel porté à cette équipe des Warriors qui était déjà bien mal en point cette saison. Si on connaît la combativité de Jimmy Butler et le fait qu'il ait déjà promis qu'il serait de retour le plus vite possible, plus vite qu'on ne le pense, il ne devrait pas revenir avant une année complète, ce qui veut dire qu'il va manquer toute la fin de cette saison, toute une partie de la saison prochaine où son contrat sera expirant et il aura potentiellement besoin de temps pour retrouver ses sensations. C'est pas idéal comme situation. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont aussi empêtrés dans un bras de fer malaisant avec Jonathan Kuminga depuis plusieurs mois. Laissé sur le banc sur les 16 derniers matchs consécutifs, l'ailier a rejoué dans la défaite face aux Raptors. Golden State, espérons-le, parviendra à trouver une équipe prête à faire une proposition acceptable pour lui permettre à Kuminga enfin de prendre un nouveau départ et ne plus être la cible des commentaires désobligeants des uns et des autres au sein de cette franchise. Il a aussi reçu des soutiens. Butler, notamment, était un de ses plus grands soutiens. Draymond Ouais. Green a eu des paroles plutôt encourageantes le concernant. Les Warriors sont dans une position qui est intenable. Financièrement, ils sont pieds et poings liés. Euh, Ils ont vraiment très peu de marge de manœuvre pour changer la donne, si ce n'est se séparer éventuellement du peu de joueurs compétents qu'il leur reste, comme D'Anthony Melton ou Al Horford. Sur un malentendu, ça peut passer. Steve Kerr tente de faire bonne figure en assurant qu'ils sont encore compétitifs dans cette conférence Ouest. Cela semble peu probable en l'état actuel, selon moi. Charles, comment tu vois l'avenir immédiat des Warriors? Bon, déjà, ce qui est frustrant, évidemment, c'est qu'ils étaient quand même sur une période qui était plutôt convaincante, hein. Je crois qu'ils avaient fait une série de 11 victoires sur 15 matchs. Bon, pour autant, moi, j'avoue que je fais partie de la team illusion, hein. T'as évoqué sur ton introduction, tu disais que certains avaient des espoirs, pour d'autres que c'était des illusions. Pour moi, c'était clairement une illusion. Je voyais pas, même avec Butler, comment ces Warriors pouvaient réellement nourrir des ambitions en playoff. Alors oui, dans l'idée, on se dit toujours que personne n'a envie de jouer des mecs comme Curry, Butler ou Draymond en playoff, mais ouais, moi, j'y croyais pas trop. Je voyais pas comment cette équipe pouvait vraiment devenir un vrai dark horse à l'Ouest. En fait, pour moi, aujourd'hui, la question sur les Warriors, c'est même pas tant celle de leur fin de saison, c'est plutôt celle de la fin du cycle Kerr, Curry, Draymond. Et c'est clair que la blessure de Jimmy Butler, elle limite beaucoup leurs possibilités. Je visiblement, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que toutes les possibilités sont ouvertes pour les Warriors. Enfin, toutes les possibilités sont ouvertes et en même temps, très peu de possibilités existent concrètement. Il y a eu la question de trader Jimmy Butler. Maintenant qu'il est out pour la saison, bah, visiblement, c'est pas d'actualité. Visiblement, déjà avant la blessure, c'était pas d'actualité. On avait eu des retours de plusieurs insiders fin décembre qui disaient que la franchise ne voulait absolument pas l'inclure dans un trade. Là, certains se sont dit que bah, avec sa blessure, avec le fait que son contrat sera expirant à la fin de la saison prochaine, ça aurait pu être intéressé certaines équipes dans l'optique de libérer de la masse salariale pour le 2027. 2027, c'est une année charnière pour beaucoup de franchises. Il y a énormément de joueurs stars, Ouais. dont Giannis, qui seront free agents. Ouais, j'y crois pas trop. D'ailleurs, 2027, c'est aussi l'année où beaucoup imaginent que les Warriors vont réellement commencer une nouvelle ère, puisque c'est l'année où les contrats de Curry et Draymond prennent également fin. Je j'ai du mal à lire quelles sont leurs possibilités aujourd'hui. Mike Dunleavy a dit qu'ils allaient prendre du temps pour évaluer la situation. Il a aussi dit que a priori, il n'y allait pas avoir de gros changements, que que Butler allait revenir la saison prochaine et que il fallait pas changer ce qui était prévu. Ok, mais dans ce cas-là, on accepte le fait que les Warriors ne seront plus candidats au titre, que la fin de cycle de Steph Curry à Golden State, elle sera décevante pour tous ceux qui espéraient le voir être entouré par une équipe ambitieuse. Et on parle même pas de l'incertitude sur le niveau de Jimmy Butler à son retour. Se faire cette blessure-là à 36 ans, c'est pas anodin. L'année prochaine, Steph, il aura 38 ans. Tu peux pas continuer à lui demander de porter l'attaque de l'équipe sur ses épaules comme ça a pu être le cas par le passé. Voilà,
voilà, je veux pas te mentir, moi je suis pas très optimiste pour les Warriors. En réalité, je suis pas très optimiste pour eux depuis déjà plusieurs semaines. Bien sûr. J'ai pas attendu cette blessure pour me dire que ça allait être compliqué, mais c'est vrai que là, je vois pas comment le rêve de certains tu vois, de voir, enfin, qui espèrent que la fin de carrière de Steph Curry sera belle et qu'il sera encore compétitif, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que c'est là le nœud de la conversation aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe pour Steph Curry. Euh, Parce qu'il a aussi un gros capital sympathie et tout le monde, comme tu dis, a envie de le voir être compétitif, avoir une chance de continuer à nous émerveiller avec ses performances sur le terrain le plus longtemps possible et potentiellement en playoff, quoi. C'est ça Ouais, l'idée. ouais, C'est bah, ça l'idée le concernant. Est-ce qu'il y a un monde où Stephen Curry quitte la franchise? Est-ce qu'il est en mesure de demander un transfert à un moment ou à un autre? J'en sais rien du tout. J'ai pas l'impression que ça soit l'ambiance. Est-ce que les Warriors peuvent faire un coup encore, malgré le fait qu'ils sont au-dessus du deuxième palier ultra punitif et donc ils sont excessivement limités sur tout ce qu'ils vont pouvoir faire et l'argent qu'ils vont pouvoir récupérer. Alors j'ai trouvé des propositions de transfert, tu me connais, je suis allé sonder les internets pour aller trouver des idées complètement farfelues. Et vas-y, j'ai la meilleure proposition qui soit. J'ai la allez, meilleure proposition qui soit, Charles. Tu es prêt? j'écoute. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes assis. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est sur CBS NBA que j'ai vu ça. Le journaliste propose, et les salaires sont nickel, d'équerre, ça ne dépasse pas. Anthony Davis, Klay Thompson et Jaden Hardy contre Jimmy Butler, Jonathan Kuminga et Will Richard. Pas de pic de draft, pas de fioriture, direct, salaire pour salaire. Les Mavericks récupèrent Will Richard qui a montré des belles choses. Ils récupèrent Kuminga sur qui tu peux te dire ouais vas-y on peut se convaincre on va changer son parcours. Les Warriors tentent le tout pour le tout en espérant que Anthony Davis récupère un petit peu puisse jouer et ne pas se re-blesser. Klay Thompson revient à la maison. Jaden Hardy il est là pour les thunes. Il est là pour combler les dollars. Et voilà. Qui dit non, Charlie? Qui dit non? Klay Bon, Thompson qui rentre à la maison, oui, voilà, bordel. c'est ça. En fait, c'est Wow. ça. Le seul intérêt de ce trade, c'est que Arrête, c'est Thompson pas le seul rentre à la intérêt, maison. merde. Mais si, mais bien sûr que Non, mais si, c'est c'est le seul Anthony, intérêt. Anthony Davis qui récupère totalement ses moyens et bam, les Warriors en finale NBA. Non, mais tu peux Les pas dire ça, toi, défoncent. tu n'y crois pas une seule seconde. Et non, j'y crois pas une seconde. En plus, Anthony Davis, imagine, hein, les Warriors se disent, allez, on reconstruit à l'été 2027 parce que c'est là qu'il faut. Et là, t'as Anthony Davis qui arrive et qui leur dit, bah non, les gars, moi, je vais prendre ma player option, en fait. Mais c'est ça qui se passerait. Bah oui, mais ce serait pas bien. Non, écoute, en fait, le vrai problème, c'est que le seul truc qui permettrait aujourd'hui aux Warriors de changer un tout petit peu leur futur proche, c'est le cas, c'est Kuminga. Mais le problème, c'est la gestion du cas Kuminga. Moi, je Mais persiste à Kuminga, tu penser que récupères rien qui mais c'est changera quoi ça, que ce soit. exactement. En fait, ils ont tellement mal géré ce mec, il a été mis au banc comme le coupable de tous les maux de l'équipe, rappelé au gré des aléas de C'est l'effectif. clair. Kerr a jamais trouvé comment l'utiliser au mieux, il a préféré faire de lui le bouc émissaire. Maintenant, ah bah subitement, on est bien content d'avoir un profil comme le sien dans l'effectif. Kuminga, il attend qu'une chose, c'est d'être tradé. Il veut jouer au basket, ce mec-là. Et je suis désolé, mais Mike Dunleavy qui se permet de faire une petite phrase sur le fait qu'aujourd'hui il intéresse personne, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Il y a des rapports de tous les insiders de la ligue sur les intérêts des Kings, sur les intérêts des Mavs, même les Lakers se sont renseignés sur son profil. Alors que les offres soient pas à la hauteur de ce qu'attendent les Warriors, c'est une chose. Mais c'est de leur faute, en fait. C'est eux qui ont été incapables de le valoriser. Et d'ailleurs, c'est ce que l'agent de Kuminga a répondu sur les réseaux sociaux après la sortie de Dunleavy. Il a dit, mais en fait, la valeur d'un joueur, elle est fixée par la manière avec laquelle vous l'utilisez et Bien sûr. par ce que vous attendez en contrepartie. Donc, écoute, voilà, Kuminga, il a été correct là quand Steve Kerr a fait appel à lui. Est-ce que c'est possible d'envisager une vraie réconciliation entre le joueur et la franchise? Parce que peut-être au final que le meilleur joueur que tu peux récupérer grâce à Kuminga, c'est Kuminga. Mais pour ça, il faudrait réussir Franchement, à... il aurait des nerfs, il aurait des nerfs, le garçon. Bah ouais, c'est clair. Mais Franchement, moi, je bravo vais à te lui, dire un quoi. truc.
ça pue la fin de cycle horrible, je trouve, à Golden State. Là, hier, il y a The Ringer qui a fait un article au sujet de la blessure de Butler, et dans cet article, il y a une partie sur Steve Kerr. Steve Kerr, il est en fin de contrat cet été. Et l'article explique que certains de ses adjoints sont déjà en train de chercher des boulots dans d'autres franchises pour l'année prochaine, parce qu'ils sont absolument persuadés que Steve Kerr va se tirer cet été. Tu te rends compte du contexte de la franchise, là? Et donc, c'est pour ça que moi, je te dis, un départ de Steph Curry l'été prochain, franchement, s'il y a plus Steve Kerr, est-ce que c'est C'est pas vraiment impossible, hein. complètement impossible? Ah voilà, moi, Ouais, moi ouais, je c'est crois que pas c'est pas impossible du complètement tout, ouais. impossible. Et ça, pour le coup, franchement, pour les fans des Warriors, oh, ce serait horrible. Franchement, je vous le souhaite pas. Les gars, je vous le souhaite pas, vraiment. Je trouverais On a ça tous envie horrible. de voir Stephen Curry terminer aux Warriors, très Mais c'est clair, sincèrement. c'est clair. Mais voilà, après, là, on atteint, comme tu dis, un point où tout est moche, quoi. Ouais, exactement. Ça devient extrêmement laid. Et qu'est-ce qui est pire? C'est de voir Stephen Curry finir sa carrière dans une espèce de situation horrible tout est, enfin, où tu termines sur une sensation amère et un arrière-goût de gâchis parce que bah, la franchise n'aura jamais su, n'aura jamais su retrouver un peu de dynamisme autour de lui avec des bons recrutements. Il faut aussi rappeler tous les foirages à la draft qu'ils ont eu, hein, les Warriors, depuis sur ces dernières années. Pas pire que James Wiseman et d'autres picks. Ils ont choisi des joueurs qui n'étaient pas mauvais. Kuminga, Podziemski, Moses Moody, mais ça n'a pas non plus été des joueurs qui ont été en mesure de combler des besoins vitaux pour cette franchise Ouais, et puis sur le Kuminga, terrain. quand tu vois comment ça s'est passé, je suis désolé, mais dans la draft, il y a des mecs qui auraient peut-être pu apporter d'autres choses, quoi. Oui, complètement. Non, mais je veux dire, il y avait, ou comme tu le disais tout à l'heure, ils auraient pu faire jouer Kuminga et le mettre en valeur et essayer de retirer autre chose de ce joueur-là. Euh, donc, donc il y a ça aussi à prendre en considération. Maintenant, je sais pas, est-ce que Curry peut partir? Je sais pas. J'ai enfin, j'ai plein d'autres propositions à te faire. Allez. J'ai un deal avec les Sixers. Tu récupères le Paul George en échange de Jimmy Butler. Là, tu fais carrément un. Pour les Sixers, c'est quoi l'intérêt? C'est de se débarrasser d'une année de contrat de Paul George, qui a une année de contrat supplémentaire que le contrat de Jimmy Butler. Donc voilà, ça peut être une idée, sachant que les Warriors ont déjà cherché à recruter Paul George pendant l'intersaison de l'été 2024. Tu peux également passer un petit coup de fil aux Lakers, hein? Un petit coup de fil aux Lakers pour essayer de faire un échange entre LeBron James et Jimmy Butler. Vous récupérez Jimmy Butler et comme ça, en 2027, vous avez ce salary cap qui est clair, net et précis. Et puis les Warriors jouent avec LeBron James et Stephen Curry. On retrouve un petit peu le deal de l'ambiance Team USA de l'été 2024, des JO 2024. Ça, j'y crois pas une seconde. Oh là, t'es chiant, Charlie, Oui, merde. mais non, mais Rêve un peu avec non, moi, mais là. l'été prochain, les Accompagne-moi. Lakers, ils vont tenter Giannis. Ils veulent pas s'encombrer du contrat de Butler, en fait. Ok, t'as raison. J'ai un deal aussi avec les Kings. Les Kings, ça ferait Jimmy Butler, Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield contre Zach LaVine, Domantas Sabonis, Keon Ellis et Doug McDermott. Eh, eh. Ah, il y a des pics là-dedans, non, aussi? Il y aurait pas trop de pics, je sais pas. Comment il y aura pas trop de pics? Les Kings, vraiment, mais toi, il faut Les Kings respecter les Kings, quand même. ouais, les Kings, il faut leur donner 1 ou 2 pics, quoi. Ouais, il faut les respecter un tout petit peu, quand même. Vite fait, quoi. Il faut peut-être un second tour, tu vois. Oh oui, ouais, sympa, ouais. Non, mais Non, mais oui, les franchement, pics, mais à voir combien t'en donnes, quoi. en fait, le vrai problème, c'est... En fait, aujourd'hui, si tu veux utiliser Kuminga comme asset pour faire venir un mec capable de pallier les blessures de Butler, je vois pas comment c'est possible. Déjà, sa cote est pas fameuse, mais en plus, là, toutes les équipes de la ligue savent que les Warriors, ils sont dos au mur. Honnêtement, t'es obligé de sacrifier des Mais bien pics. sûr. Et des pics de premier tour. Tu peux pas me dire, je te mets un petit pic de deuxième tour, là, et puis, c'est pas possible, tu vois. Tout le monde a conscience du fait qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Et ensuite, bah, ce que tu évoquais tout à l'heure, savoir qu'est-ce qui est le mieux pour la fin de carrière de Steph Curry? Honnêtement, ça dépend comment tu te positionnes, quoi. Si tu te positionnes comme un fan de Steph Curry, bah,
Ouais, il faut souhaiter qu'ils partent. Par contre, si tu te positionnes comme un fan des Warriors, non, il faut souhaiter qu'ils finissent aux Warriors, que sa saison dernière peut-être soit sa dernière et que au moins, tu vois, les fans des Warriors aient la possibilité tu vois, de le voir chaque soir pour le remercier, pour le célébrer, pour. Mais c'est J'ai- sûr que, tu vois, il y a plein de gens qui disent, allez, une petite dernière saison à Charlotte, tu vois, bah, c'est vrai que ça serait intéressant aussi à voir, mais J'ai franchement, une je suis. dernière proposition qui va faire hurler tout le monde. Allez, Et surtout les fans des Warriors et surtout les fans de Steph Curry. T'es prêt? j'écoute. Pourquoi pas, roulement de tambour, pourquoi pas transférer Stephen Curry à Houston contre Jabari Smith, Rich Shepard, des pics de draft et voilà quoi. Et tu fais les contrats qui permettent d'avoir le truc qu'il faut quoi. Bah, franchement, moi, je paye pour voir ça, hein. Et là, tu as Curry, Durant, Alperen Şengün, Amen Thompson et Tari Eason, bah, avec Steven Adams qui sort du banc. je paye pour voir cette équipe tous les soirs. Aucun Alors, problème. si tu es fan des Warriors, je pense que tu as déjà vomi 2 fois en Ah, bah, je pense écoutant que les fans la de Warriors ont proposition. déjà quitté le podcast, là. C'est clair. Plus jamais j'entends ce truc. Je pense que tu es wanted, là, vraiment, tu vas avoir des problèmes. Ça va, c'est juste des suppositions. Non, mais c'est compliqué, hein, franchement, moi, je te Non, dis, mais la question, elle est là. La question, elle est là. C'est ouais. l'avenir de Stephen Curry, je pense. Qu'on se Oui, pose c'est tous. ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien sûr, c'est l'avenir de Steph Curry aujourd'hui parce que l'avenir des Warriors, très franchement, je vois pas une seule possibilité pour que ça soit pas très compliqué dans les 18 mois à venir. Bah, c'est-à-dire que, de mon point de vue, soit, parce que tout à l'heure, je parlais de transférer Jimmy Butler, tout ça, mais ça reste quand même extrêmement compliqué. Et la question se pose de savoir, est-ce que ce que tu récupères, par exemple la proposition avec Dallas, qui est peut-être la proposition la plus sérieuse de toute ma liste, euh, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça te permet de passer devant les leaders de la conférence Ouest aujourd'hui? Il y a quand Bah non, même des gros doutes à avoir là-dessus. aucun doute, c'est Euh, impossible. oui, oui, c'est impossible. Alors, je dirais pas. Je sais pas, on verra. Si jamais demain ça arrivait, j'en discuterais. J'aurais un débat sur le truc. Ouais. Mais ça paraît excessivement compromis. Donc c'est ça aujourd'hui le point de vue des fans des Warriors et de Steph Curry. C'est de se dire, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut essayer d'être à peu près compétitif, de concrètement jouer le play-in et se faire éliminer probablement au premier tour, voire au second tour si tout va bien, mais grosso modo, tu as peu de chances d'aller au-delà. C'est même quasiment certain, si on est réaliste. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Est-ce que tu as envie de vivre ça? Ou est-ce que tu te dis, bon, pour la franchise aujourd'hui, c'est pas impossible que la meilleure chose à faire soit effectivement de se débarrasser de Steph Curry, en accord avec le joueur, bien évidemment. Évidemment, oui, Steph bien Curry, il sûr. faut qu'il soit d'accord. Tu vas pas le transférer contre son gré, qu'on soit bien d'accord. Si Steph Curry a envie de rester, il reste et tu termines avec lui, bien évidemment. Mais si tout d'un coup, lui, il se gratte la tête en se disant peut-être que j'irais bien tenter une ou deux saisons ailleurs pour voir s'il y a moyen de taper à une autre bague, je pense que personne ne lui en voudrait. Et pour les Warriors, ça serait l'occasion de recouper des assets, de récupérer des pics de draft, de récupérer des jeunes talents éventuellement. Voilà, c'est pas impossible ça. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, si on réfléchit de manière extrêmement froide, purement détachée de toutes les conceptions de supporterisme, d'être fan du joueur, de ce qu'il représente pour la franchise, je suis d'accord que, froidement, aujourd'hui, le mieux pour l'avenir des Warriors à moyen terme, c'est effectivement peut-être de trader Steph Curry. Hmm. Mais ça me fait mal au cœur de dire ça, tu vois, parce que j'ai même pas envie d'y croire, en fait, quoi. Ouais. Je trouverais ça horrible et j'ai pas du tout envie que ça se passe, honnêtement. Mais en fait, enfin, vraiment, moi, si tu veux, là où je trouve que c'est extrêmement compliqué, c'est, tu vois, même par exemple ta proposition de trade avec les Mavs. En fait, le problème, c'est Jimmy Butler, il a un profil
qui permet de soulager Steph Curry. Il est capable de créer, il est capable de porter le ballon. Tu peux pas demander ça à Anthony Davis, en fait. Donc ça veut dire que même si tu fais venir AD et que par miracle il est capable de jouer, tu te rends compte du poids sur les épaules de Steph Curry qui a 37 piges, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il a aussi besoin d'être épaulé à la création si on se projette dans une configuration où l'équipe redevient ambitieuse, tu vois. Il a besoin d'avoir un profil comme Jimmy Butler à ses côtés. Et c'est pas Anthony Davis qui va faire ça, ni Klay Thompson. Non, et c'est là où les talents limités, mais qui sont tout à fait, qui sont Paul des joueurs George tout à pourrait fait le faire. agréables. Podziemski et Moses Moody, c'est des joueurs très sympathiques, ils sont extrêmement attachants. Et c'est dommage que ça ne soit pas des joueurs capables d'apporter ce genre de choses. Tout à fait. Et effectivement, Jimmy Butler apporte notamment une percussion dans le jeu en pénétration, provoquer des fautes, chose que profil qui était absolument indispensable pour les Warriors. Oui, d'ailleurs, Parce c'est qu'il pas... apportait une variété dans le jeu qui était tout à fait la bienvenue dans un effectif comme les Warriors, où ils ont tendance à avoir des joueurs qui se ressemblent un peu tous, quoi. Mais c'est clair, et c'est d'ailleurs pour ça que quand Jimmy Butler arrive à Golden State, on est plutôt optimiste, tu vois. On se dit, bah, ça colle tout à fait avec les besoins de cette équipe. Mais bon. Donc, ouais, écoute, moi, voilà, voir Klay Thompson se réunir avec Steph Curry, déjà, ça mettrait un peu de baume au cœur, tu vois. Mais je te dis, moi, je me demande à quel point c'est l'avenir de Steve Kerr qui va décider de la suite pour Steph Curry. Tout à fait. C'est extrêmement pertinent ce que tu es en train de dire là. Je pense que Steve Kerr, demain, décide de faire une pause dans sa carrière ou d'arrêter de coacher. Il y a effectivement cette question qui se pose. Parce qu'on a toujours entendu dire, tant que Steph Curry est là, ni Draymond Green ni Steve Kerr ne vont nulle part. Si Steve Kerr s'en va, il y a un précédent auquel je pense immédiatement, comme ça, sans réfléchir. Mais Michael Jordan, quand il prend sa retraite la première fois, en 98 après le titre, c'est aussi parce que Phil Jackson a déjà prévenu qu'il ne resterait pas. Enfin, il y a cette animosité entre le front office, la direction et Phil Jackson. Et pour Michael Jordan, c'est impossible de rester dans une équipe qui n'est pas coachée par Phil Jackson. Ouais. Ah non, et puis franchement, honnêtement, l'ambiance qu'il y a... En fait, je comprends pas cette situation. Enfin, tu vois, je trouve ça fou qu'on nous explique tranquillement que les adjoints de Steve Kerr sont déjà en train de chercher du taf pour l'année prochaine, quoi. Je trouve ça fou, mais genre, les gars... Surtout en ce moment, là, avant la blessure de Butler. Certains sont déjà partis. Oui, oui, tout à fait. Certains sont déjà barrés, en fait. Et alors que vraiment, on n'est pas du tout dans une situation d'une équipe, avant la blessure de Butler, j'entends, on n'est pas dans la situation d'une équipe qui est en échec complet. Je veux dire, ils sont sur une bonne série, ça gagne plutôt bien, il y a une vraie embellie, on est en train de se dire que peut-être ils peuvent accrocher le top 6 et tout. Et là, on te dit, ah non, mais en fait, le coaching staff est en train de postuler à Pôle emploi, tu vois. Genre, bon, ça va, c'est pas normal, quoi. Non, c'est pas normal, ouais. On va voir comment ça va évoluer. De toute façon, c'est simple, hein, il y a 15 jours ils ont 15 jours devant eux pour voir s'ils changent quelque chose ou s'ils restent dans la mouise dans laquelle ils sont. Ouais, donc, tout à fait. On aura l'occasion, je pense, d'en rediscuter ou pas, on verra. On va parler des Knicks de New York. On avait parlé des Knicks récemment avec le Thunder pour parler d'une mauvaise passe pour ces deux équipes. Si OKC a depuis largement rectifié le tir, les Knicks, eux, se sont totalement vautrés avec 9 défaites lors de leurs 11 derniers matchs, sans compter la victoire sans appel la nuit dernière face aux Nets, qui, je pense, n'a rien dissipé des inquiétudes autour de cette équipe. La presse new-yorkaise pointe du doigt les responsabilités des uns et des autres, principalement de Karl Anthony Towns, dont l'efficacité au tir atteint un des pires niveaux de sa carrière et dont la défense sur pick and roll est une source constante de frustration. Il y a aussi Mike Brown qui en prend pour son grade, notamment en raison de son incapacité à bâtir une défense viable, avec une équipe qui ne manque pourtant pas de profil défensif, mais dont les deux joueurs les plus indispensables offensivement, Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, sont constamment visés, ciblés par les attaques adverses, en raison de leurs lacunes défensives, justement, notamment dans le pick and roll. Des fans en viendraient à regretter Tom Thibodeau, qui semblait à minima tirer le maximum de ses joueurs et n'avait jamais à se plaindre
de leur combativité sur le terrain. Dans une saison où la conférence Est paraissait plus ouverte que jamais, les Knicks seront-ils en mesure d'en tirer profit ou faut-il redouter leur incapacité à rectifier le tir d'ici la fin de saison? Charles, qu'est-ce que tu en penses? Et je terminerai en disant que Josh Hart, la réaction qu'il a eue sur les 2 dernières semaines est assez parlante à mon sens, où il y a quelques jours de ça, il disait « Non mais attendez, on est au mois de janvier, c'est un peu les jours difficiles, c'est pas toujours simple de se motiver, la saison est longue, ne vous inquiétez pas, ça va aller. » Et puis là, il y a quelques jours de ça, hein, il y a très récemment, il a dit bon là, il faut peut-être Peut-être se bouger, là. faut peut-être se bouger parce que là, ça devient effectivement inquiétant. Qu'est-ce qu'on retient de ça, Charlie? Bah, en fait, quelque part, nous, on est dans le même cas aussi, hein. Plus tôt dans la saison, quand on a parlé des Knicks, on était plutôt optimiste, notamment parce que ça attaquait bien et qu'on pensait qu'au regard du matériel disponible, leur défense, elle est tôt ou tard commençait à être plus performante. Bah, finalement, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Écoute, Mike Brown, ouais, est très exposé aux critiques. C'est normal, d'abord parce que c'est les Knicks, et on sait très bien que dans un marché de cette taille, toutes les crises sont amplifiées, et ensuite parce qu'il a entre les mains un effectif qu'on attendait dominant à l'Est. Oui, Maintenant, complètement, ouais. moi j'avoue... Souviens-toi que toi et moi, on parlait de Cleveland et des Knicks. Je pensais à ça l'autre jour en regardant les Knicks face à Dallas et leur défaite au Madison Square Garden. Et je me disais, c'est drôle parce que toi et moi, on était là à dire, ouais, c'est Cleveland ou New York cette saison. Et finalement, c'est Boston et Détroit qui sont en train de Ouais. marcher sur la conférence Est. C'est assez Après, moi, drôle. je t'avoue, je crois que le monde entier disait pareil. Enfin, en tout cas, j'ai pas Tout vu à une fait, tout seule à fait. preview de la conférence Est où New York et Cleveland n'étaient pas sur le podium, tu vois. Écoute, moi j'avoue que les gens qui regrettent Thibodeau, qui moquent la décision de le virer et tout, moi je comprends pas trop. Alors oui, Thibodeau est sûrement un meilleur coach pour mettre en place une défense collective performante, encore C'est que... James Dolan qui a voulu virer Ouais, Thibodeau. Il pouvait plus le blairer. oui, attends, en attendant, la saison dernière, la défense des Knicks, c'est pas une défense élite, hein. Je suis désolé, tu regardes les chiffres de Complètement. saison régulière, il n'y a pas un gros écart avec cette saison. T'as Et tout à fait raison. Thibodeau, il a des limites qui sont claires, qu'on constate depuis des années et des années, notamment sur sa gestion des temps de jeu, sur ses choix de rotation. Tous les observateurs NBA ont toujours évoqué ça, il a jamais voulu changer. Et d'ailleurs, à l'époque où il a été renvoyé, Yahoo Sport notamment avait expliqué que plusieurs joueurs se plaignaient du trop grand nombre de minutes jouées par les titulaires, que le coach n'arrivait pas à trouver des ajustements tactiques pertinents, etc., etc. On va pas réécrire l'histoire. Oui, Thibodeau est un excellent coach, il a fait des très belles choses à New York, mais il faut arrêter de croire que tout aurait été merveilleux s'il était resté en poste. Mike Brown, on sait très bien qu'il a un profil qui est très différent de Thibodeau. Il est réputé notamment pour sa capacité à développer une attaque performante. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à Sacramento. Quand il est élu meilleur coach de l'année en 2022-2023, c'est parce qu'il a la meilleure attaque de la ligue notamment et qui fait des choses assez remarquables avec les Kings. Et ça, de ce point de vue-là, moi je suis désolé. L'attaque des Knicks, globalement sur cette saison, elle est bien plus performante et bien plus agréable à voir que la saison dernière, malgré les difficultés de Karl Anthony Towns. Mais voilà, c'est les Knicks, il est exposé, c'est le genre de franchise comme les Lakers où chaque mini-crise est amplifiée, chaque brèche est exploitée. Forcément, les choses commencent à sortir. Ian Begley nous explique qu'en fait, depuis le début de la saison, les joueurs sont pas convaincus par le coaching, que certains n'aiment pas le rôle qui leur est confié. D'ailleurs, il y a aussi l'extrait de Karl Anthony Towns au Media Day qui ressort, là où il avait fait quelques sous-entendus sur le fait qu'il savait pas quel rôle il avait en attaque et tout. Ok, moi, je pense que overall, tout n'est pas acheté dans ce que fait Mike Brown. Il a une rotation qui est intéressante, bien plus intéressante que ce qu'on n'a jamais vu sous Thibodeau. Offensivement, moi, je trouve qu'il y a quand même du mieux. Il faut pas tomber dans la critique caricaturale. Mais bon, en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment Mike Brown avec... En fait, pour moi, la question, c'est est-ce que tu peux vraiment mettre en place une défense efficace quand t'as à la fois Jalen Brunson et Karl C'est Anthony ça. Towns sur le parquet? Je sais même pas si en réalité c'est possible. Et encore une fois, Thibodeau, l'année dernière, se heurtait exactement au même problème. Mm. Donc oui, Karl Anthony Towns, il est la cible principale des critiques des fans. Certains médias estiment que les Knicks sont d'ores et déjà en discussion avec d'autres équipes au sujet d'un éventuel trade. Il y a notamment Orlando, Charlotte ou Memphis qui sont cités. Le problème, c'est la cote actuelle de Karl Anthony Towns. C'est Et puis The son Athletic. salaire qui est colossal. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais même sa cote Ouais, est. C'est Fred Katz de The Athletic dit que sa cote est extrêmement basse aujourd'hui, ouais, qu'il y a ouais. très peu d'intérêt et que par conséquent, le trader aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Donc,
À compliqué. Minnesota, il avait montré qu'il était capable, aux côtés d'un profil comme Rudy Gobert. Le problème, c'est que t'as pas de profil comme Rudy Gobert partout en NBA. Non, mais même quand il est avec Mitchell Robinson, je suis désolé, mais c'est quand même nettement mieux hein, en termes de défense. Tout à fait. En fait, c'est ça le problème de cette équipe. C'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Brunson Towns, sur leurs cinq formations, 5 combinaisons de 5 joueurs les plus utilisées, tu as Brunson et Towns qui sont toujours là. Et, leur defensive rating est pas bon. Pas Ah bon bah du non, tout. non, non. Et c'est problématique quand c'est tes 2 meilleurs joueurs. C'est un extraordinaire problème à avoir. Il y a un autre problème inhérent aux Knicks. Maintenant, on commence quand même à voir clair depuis 2 saisons de cette formation, hein, de cet effectif. On voit également qu'il y a un manque cruel d'un autre créateur aux côtés de Jalen Brunson. Jalen Brunson est obligé de faire des exploits permanents, balle en main, tous les soirs pour que les Knicks puissent vivre et créer une attaque digne de ce nom. Le problème de joueurs comme OG Anunoby ou Michael Bridges, c'est qu'ils n'ont pas ce talent de créateur sur le terrain et que ça fait quand même défaut à plein d'occasions pour cet effectif d'Enix. Mitchell Robinson, c'est un rebondeur extraordinaire, notamment sur les rebonds offensifs. C'est un défenseur du cercle élite. Mais il a aussi ses limitations, notamment son adresse au lancer franc. Offensivement, c'est compliqué de l'intégrer, si ce n'est pour un rôle de rim runner, mais il y a des choses il y a toujours des points faibles sur lesquels que tu dois gérer, quoi, en tant que coach, avec Ouais. cet effectif. Et, et ce que je me dis, c'est que il y a un certain manque de complémentarité entre les différentes pièces, et je suis en train de sincèrement me poser la question, est-ce que on est sur un espèce de trou d'air et que cette équipe est capable de retrouver un petit peu la dynamique et la niaque qu'on a pu voir à un moment dans la saison. Hein. Faut quand même pas noircir le tableau jusque-là. Ils ont très bien commencé l'année, Bien sûr. donc faut quand même le rappeler. Cette équipe compétitive, elle est là, elle existe. Maintenant, est-ce qu'on a confiance dans le fait que cette équipe est capable de renouer un petit peu avec cette dynamique, et est-ce que ça sera suffisant une fois que tu arriveras face à des équipes comme Détroit, Boston, Orlando et d'autres. Et je pense qu'ils sont plus forts que beaucoup d'équipes, mais en fait, les Knicks, atteindre l'objectif qu'a fixé le propriétaire James Dolan, qui est d'arriver en finale et potentiellement de gagner les finales, moi, aujourd'hui, j'ai aucune confiance dans cet effectif. J'avoue que je ne suis pas du tout optimiste les concernant. Ah mais moi je vois pas comment c'est possible. Tant qu'il y a ce duo Brunson-Towns, je vois pas comment c'est possible. Et c'est évident que si les Knicks doivent se séparer d'un des deux joueurs, c'est Towns qui en fait les frais, ça c'est clair. Mais Jamais de la life, il se bah, sépare évidemment, de Jalen Brunson. bien sûr, Ça, c'est sûr et certain. mais c'est clair qu'au-delà des discussions sur d'éventuels trades, la question évidemment c'est de savoir s'ils peuvent se relancer après ce passage compliqué. Alors là, ils viennent d'exploser les nets, les nets de plus de 50 points, et c'est vrai qu'offensivement c'était plutôt pas mal, que défensivement c'était un peu plus sérieux aussi. On a senti que l'ego de certains joueurs était un peu touché. Ouais, les espèces excusez-moi du terme, mais les espèces de branlées comme ça, absolues, Exactement. je ne donne jamais de crédit à ce genre de choses. C'est très sympathique, mais il n'y a rien à lire ni à déterminer sur un truc pareil, Mais quoi. c'est clair, il faut Rien à absolument comprendre. confirmer face à la meilleure équipe, parce que bien défendre et bien attaquer face à Brooklyn, c'est une chose, mais le Mm. faire face à des équipes contenders, c'en est une autre. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une urgence absolue, ils sont toujours sur le podium de la conférence Est. Moi, j'avoue que j'ai très hâte de voir comment va se passer la fin janvier. Là, ils vont se déplacer à Philadelphie et à Toronto, ils vont recevoir Sacramento et Portland. Après ces 4 matchs-là, on verra s'il y a vraiment eu une réaction ou si la victoire face à Brooklyn, c'est l'arbre qui cache la forêt, ce qui me semblerait pas aberrant. Et moi, j'ai un peu tendance à me dire que le comportement des Knicks à la deadline va beaucoup, beaucoup dépendre de comment ils finissent ce mois de janvier. Parce que si tu veux, sur les 4 matchs, là, s'ils perdent face à Philadelphie et Toronto, ça va commencer à devenir vraiment difficile de nous faire croire Ouais. que cette équipe, elle est ambitieuse. Et c'est quoi le délire des Knicks? Est-ce que un transfert de Karl Anthony Towns en plein milieu de la saison,
c'est pas aussi un peu un baiser de la mort parce que le Fred Katz dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce qu'il dit, c'est que il dit quand je pose la question autour de la ligue de savoir quelle est la valeur de Karl Anthony Towns sur le marché des transferts, on me répond bah, l'équivalent de Trae Young. On en est là, quoi. Non, mais tu sais que Je ça, veux dire, c'est c'est terrible. dramatique. Non, mais cette C'est phrase, elle est dramatique. terrible. En fait, Donc, c'est horrible. Le pauvre Trae Young, il est devenu un maître étalon d'un joueur dont la cote est morte, quoi. Je trouve ça trop oui, puis triste. le pauvre Karl Anthony Towns, parce que Oui, c'est un aussi, oui. excellent joueur, Karl Anthony Towns. Quand ça se passe bien, c'est un joueur de grande valeur. Oui, mais là, il est sur une de ses... En fait, il faut être conscient du fait qu'aujourd'hui, Karl Anthony Towns, il est en train de faire une de ses pires saisons depuis sa saison C'est rookie. En ça, termes exactement. d'adresse, c'est catastrophique. Et que tout d'un coup, tous ses défauts sont magnifiés. Tu as tendance à faire des fautes offensives débiles. Tous les petits trucs à la con qu'il fait parfois, qui ont tendance à à t'irriter parce que quand ça roule pas, ben ça va pas, quoi. C'est comme il a perdu énormément en efficacité dans son jeu en pénétration, sa manière là, sa tendance qu'il a d'aller de rentrer dans l'art des défenseurs pour essayer d'aller provoquer des fautes et de marquer le panier, ça marche de moins en moins bien cette histoire. L'arbitrage ne lui donne rarement la faveur du doute là-dessus. Les Knicks sont aussi en train d'essayer de transférer Gershon Yabusele, qui a une option joueur dans son contrat, ce qui n'est pas du tout sexy pour les équipes qui souhaiteraient le récupérer. Et Non, après, d'ailleurs, l'option est faible, quoi. Mais c'est vrai. d'accord, Oui, oui, non, mais t'as raison, effectivement. Ce serait mais beaucoup plus facile s'il était ouais. ça reste de l'argent que tu dois ajouter à ta masse salariale pour un joueur qui, aujourd'hui, au Knicks, ne joue quasiment pas. Ouais, N'a ouais, pas non, mais... réussi à s'imposer. Alors, qu'il ait bien joué aux Sixers l'an dernier dans une équipe qui ne jouait strictement rien, c'est une chose. Là, aujourd'hui, il est au Knicks. Et on peut penser, oui, il est maltraité, oui, Mike Brown ne sait pas quoi faire de lui, mais c'est un joueur de valeur. Je remets pas ça en question, je remets pas en valeur la question de Gershon Yabusele. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est pas simple pour une équipe de se positionner par rapport à un joueur comme lui, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu et les fois où il joue, ben c'est compliqué, quoi. Et on peut Ouais, pas tout lui à en vouloir. D'ailleurs, c'est impossible d'avoir un rythme dans une saison où tu joues quasiment jamais. fait. Ouais. Donc Non, mais c'est clair, c'est aujourd'hui... pareil, il s'aide pas sur le marché des transferts, clairement. Non, non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la cote des quelques pièces que les Knicks pourraient ou voudraient faire bouger, elle est très très faible. Et tu vois, voilà, sur un trade de Karl Anthony Towns, moi j'avais évoqué Orlando tout à l'heure parce qu'on sait que les Knicks sont en discussion. Mais moi, quand je vois les packages qui sont évoqués, j'ai vu un package Suggs, Isaac, Jet Howard contre Karl Anthony Towns et Dadier. Mais pourquoi Orlando voudrait faire ça en fait? Chris Mannix dit que, selon lui, les Knicks ne sont pas sérieux dans les rumeurs de transfert autour de Karl Anthony Towns. Pour l'instant, mais si d'ici C'est la pas fin sur de la table. janvier, tu vois, si ta fin du mois de janvier, là, c'est 3 défaites sur les 4 matchs qui viennent, là, est-ce que ça peut pas changer? Je sais pas. Je sais pas. Un des trucs les plus problématiques pour les Knicks aujourd'hui, c'est que ils ont longtemps gardé leur pic de draft et tout ça euh, dans l'optique éventuellement qu'un joueur comme Giannis Antetokounmpo soit disponible. Finalement, ils avaient décidé de faire le transfert pour Michael Bridges et je ne sais plus combien de pics de draft sont partis dans l'histoire, mais c'était énorme. C'était pas 5 pics, un truc comme ça qui était parti dans l'affaire. Et aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu te dis c'est complètement dingue. Jamais de la vie un transfert comme ça ne verrait le jour aujourd'hui, quoi. Ouais, oui, ça c'est clair. Ouais, non, c'est clair. C'était quoi les premiers tours de draft de 2025, 2027, 2029 et 2031 des Knicks. Donc Ouais, compliqué, hein. Non, ouais. franchement, pour les Knicks, il y a vraiment tout intérêt à ce qu'ils arrivent à rebondir sans... Parce que là, c'est pas bon. Et franchement, même... Enfin, tu vois, même dans l'optique, tu vois, si cet été, par exemple, on en vient enfin au transfert de Giannis, il y a à nouveau un sursaut de rumeurs, etc., etc. Mais enfin, tu vois, moi, je suis les Bucks. Bon, je regarde un peu ce qui se passe du côté des Knicks, du côté de New York. Je suis pas sûr de, tu vois, je suis pas sûr de considérer les contreparties des Knicks aussi bien que celles d'autres équipes, quoi. C'est sûr et certain. Ouais. Et je pense que Leon Rose, le directeur des opérations basket,
doit se retourner plusieurs fois dans son lit la nuit en se disant putain merde, Ouais. potentiellement on aurait dû être encore plus patient qu'on ne l'a été. Et Dieu sait que les Knicks n'avaient jamais été patients jusqu'alors. Ouais, Bref. c'est ça, c'est que c'est difficile d'être patient quand t'es les Knicks, quoi. Donc on verra bien. Est-ce que les Knicks vont faire un move pour se relancer? Est-ce qu'ils vont se relancer tout seuls? Je sais pas trop. Mais je t'avouerai que ouais, je suis pas optimiste sur la capacité des Knicks à, à, à saisir cette opportunité au sein de la conférence Est. Et Dieu sait que j'avais dit au début de la saison que je pensais qu'ils allaient être le représentant de l'Est en finale NBA. Bah, Ouais, à gagner. ça paraît pas gagné. On va terminer le podcast. Je voulais évoquer avec toi Moussa Cissé, le Guinéen des Mavericks, qui a signé sa meilleure performance en carrière justement la nuit dernière face aux Knicks avec 15 points. Il a également pris 9 rebonds, 4 contres, je crois. Je t'avais parlé de ce joueur un peu plus tôt dans la saison. Je t'avais dit, tiens, il m'a tapé dans l'œil ce joueur. Je le trouve hyper intéressant sur le terrain, mais il n'avait pas beaucoup joué. Et là, l'accumulation des blessures à Dallas font qu'il a eu plus d'opportunités. Là, sur les 3 derniers matchs, il tourne à 11 points, 10 rebonds, enfin quasiment 11, plus de 2 contres en une vingtaine de minutes par match. Ouais, c'est ça le plus important, c'est le temps de jeu. Ouais, et ça me fait kiffer que les Mavericks aient trouvé en lui et Ryan Nembhard 2 joueurs qui ont illuminé un petit peu cette saison qui était moribonde forcément, qui est loin d'être joyeuse. Selon Mark Stein, Dallas chercherait à leur offrir un contrat permanent. Beaucoup ont critiqué notamment le fait que Jason Kidd a souvent activé Moussa Cissé, mais sans le faire jouer au début de la saison, et qu'aujourd'hui, il se retrouve coincé parce que il va bientôt atteindre la limite des 50 matchs qui va contraindre les Mavericks à faire des choix, notamment potentiellement à couper des joueurs. Là, je sais que Dante Exum est potentiellement ciblé comme un joueur qui pourrait être coupé pour faire de la place à Nembhard et Cissé. On verra comment ça va se passer, mais je voulais juste faire un big up à Moussa Cissé parce que c'est un joueur que je trouve absolument fascinant. Et 23 ans, voilà, j'ai vraiment un œil sur lui et je me demande vraiment ce qu'il peut devenir dans cette ligue. Bah ouais, ouais, c'est clair, il est vraiment en train de se faire une place là dans la rotation des Mavs. Et ouais, comme tu l'as dit, ça fait 3 matchs qu'il est autour des 20 minutes de temps de jeu moyen. Il montre vraiment des choses intéressantes. C'est un pivot athlétique qui a des vraies qualités dans l'intensité, la vitesse, la combativité au rebond. Offensivement, on sent aussi qu'il commence à trouver un peu ses marques. Il pose des bons écrans. En fait, c'est un profil qui est intéressant pour une équipe comme Dallas qui démarre le cycle Cooper Flag et qui, dans l'idée, aurait bien besoin d'avoir des jeunes à développer à ses côtés. Avec Nembhard et Cissé, ils en ont déjà 2, à condition, évidemment, de pouvoir les garder. Et ça, c'est un peu un des grands thèmes de la saison, en fait, ce dilemme autour des two-way à qui il faut donner un vrai Complètement. contrat. Ouais. On en a parlé plein de fois depuis octobre, parce qu'il y a vraiment plusieurs profils qui ont profité de cette formule pour se faire une place au soleil. Et Moussa Cissé, c'est exactement cette situation, sauf que pour Dallas, c'est encore plus compliqué parce que eux, ils ont pas un two-way contract à qui il faut donner un vrai contrat, ils en ont 2. Et Ryan Nembhard est devenu complètement indispensable à cette équipe aussi. Et ces 2 joueurs ont des profils que beaucoup d'équipes vont apprécier. Et vraiment, Moussa Cissé, là, sur ce qu'il montre, je te dis, c'est évident que si Dallas fait pas ce qu'il faut, il va leur glisser entre les doigts. Donc je comprends tout à fait que tu aies voulu parler de ce mec-là. Il montre vraiment des choses intéressantes. Et pour moi, c'est clair que c'est un profil que Dallas doit absolument sécuriser. Et Voilà. c'est toujours ce profil de joueur, je me demande toujours quelle place peuvent être la leur dans la NBA actuelle parce que c'est pas un shooter et on a longtemps dit que les joueurs, tu sais, c'est un peu un profil à la Clint Capella, un rim runner, contreur, rebondeur, Ouais. mais qui a pas vraiment de shoot. Et mais en même temps, ce profil de joueur ne disparaît pas et reste nécessaire. Et quand on le voit sur le terrain, on comprend pourquoi il y a une énergie. Et Moussa Cissé, c'est assez étonnant parce qu'il a commencé le basket assez tard. Il a fait du foot à la base. Et il a commencé à jouer au basket que vers 14 ans, je crois. Et après, il est tombé amoureux de ce sport. Et je trouve que ça se sent. On sent la passion qu'il a pour ce sport quand tu le vois jouer. Tu vois qu'il a des lectures de jeu qui sont des fois hyper pertinentes, je trouve, sur le terrain. Et sa façon de récupérer des fois la balle en poste haut et de tout de suite faire la bascule sur le côté opposé.
je sais pas, j'aime beaucoup sa façon de lire le jeu, de vivre le jeu, et j'aime regarder ce genre de joueur, je kiffe vraiment. Ouais, je suis Fait d'accord, et plaisir. vraiment, je te dis, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est le genre de profil que tu veux garder quand tu démarres un nouveau cycle, quoi. C'est tout simplement ça. Ouais, tout à fait. Là, Dallas démarre le cycle Cooper Flag. Ils ont besoin d'avoir des mecs jeunes, avec des vraies qualités, capables de mettre de l'intensité dans le match, capables d'être combatifs, de se battre au rebond, de poser des bons écrans. Moussa Sissi, il coche ces cases-là. Et alors oui, effectivement, il a pas un profil parfait, il shoot pas. Là, je viens de regarder, en 5 saisons universitaires, il a tenté 3 shoots à 3 points pour 0 réussi. Mais il apporte d'autres qualités. Et c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de comment tu construis ton effectif. Si tu construis ton effectif intelligemment, tu peux te permettre d'avoir un ou deux profils qui shootent pas. C'est pas grave. Ouais, complètement. Ouais. En tout cas, il m'a vraiment tapé dans l'œil ce joueur, et voilà, je suis content De toute d'avoir pu façon, le t'as un voir. faible pour les rim runners. Non, mais Ah bah c'est pas une critique, c'est très bien, hein. non, je suis très content en fait que ce type de profil ne disparaisse pas comme il a pu être annoncé auparavant. Et moi, C'est je vrai. trouve que c'est toujours des joueurs qui ont leur utilité dans la ligue, même la ligue moderne aujourd'hui où tout est axé vers le shoot extérieur. Mais je trouve que ce genre de profil a encore sa place, et je suis ravi de voir des jeunes comme lui qui prennent cette place et qui l'occupent et qui voilà. Et Cooper, juste pour terminer vite fait, très rapidement, Cooper Flag, je vois qu'il est largement en tête de toutes les projections pour le titre de rookie de l'année. Est-ce que j'ai tort de penser que c'est, enfin, moi quand j'ai vu ça l'autre fois, c'était, je sais plus, c'était au-delà de 90% de probabilité qu'il remporte le titre de rookie de l'année. Et j'ai trouvé ça énorme, en fait. Bah Je surtout trouve que que je donnerais pas 90%. Enfin, quand je vois la saison de Concanapple, alors je sais que Concanapple, c'est mon chouchou, mais je sais pas qu'on respecte un peu ce gars-là fait à Charlotte, quoi. Surtout ouais, que Charlotte, on va probablement en parler très prochainement parce qu'ils sont sur une excellente dynamique, eux, pour le coup. c'est surtout que là, sur le dernier Rookie Ladder du site NBA qui a été publié le 21 janvier, c'est toujours Mhm. Con Canopel qui est premier, hein. Il est toujours devant, enfin, D'accord. il est repassé devant Cooper Flag, qui lui était passé devant il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Je sais plus sur quelle chaîne il était diffusé, tiens, le Dallas Knicks, mais c'est pendant cette rencontre-là où j'ai vu je sais pas, l'espèce de sondage là où qui disait Cooper Flag, plus de 92% des gens disaient que c'était sûr que c'était lui le rookie de l'année. Mais attendez. Non, pour moi, c'est très serré entre les deux, justement. Oui, puis je sais pas, Cooper Flag, je veux bien croire qu'on ait de très bons espoirs le concernant, tout ça. Effectivement, il a l'air d'être excessivement talentueux, ce jeune homme. Mais il m'a pas semblé qu'il était en train de faire une saison où il mettait tout le monde absolument d'accord sur son niveau et que c'était le joueur générationnel qu'on a annoncé. Enfin, je sais Mais pas. en fait, d'un pur point de vue statistique, les stats de Canopel et de Cooper Flag sont extrêmement proches, hein. Les deux, Ouais, en gros, sont à 19 points, 5 rebonds pour Canopel, 6 pour Cooper Flag. 4 passes pour Flag et 3,5 pour Knuppel, c'est extrêmement similaire. je vais encore passer pour un pessimiste. Un rabat-joie. Voilà ce que je suis. Mais t'es un rabat-joie. Je suis un rabat-joie. Merci Charlie pour ces bons mots pour terminer. Merci beaucoup. Tu m'as Avec requinqué. plaisir. Je suis parti pour passer une bonne soirée et une bonne nuit. Et surtout, Charlie, je te n'oubliez pas remercie. les Warriors, il a proposé d'envoyer Steph Curry à Houston. Vraiment, n'oubliez pas ça. T'es vraiment une. Mais c'est la dernière fois que je t'invite. Oh C'est- non. Mais non, tu sais très bien que non. Tu sais très bien que c'est impossible que je ne t'invite plus. Jamais de la vie. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On va oublier Charlie pendant un temps. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très très bon week-end. Et à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.